Merci à vous deux. Merci Fanny Charras, qui est donc sociologue et qui, l'année dernière, a fait paraître un livre important et extrêmement passionnant, par ailleurs, intitulé Le retour du monde magique, dont le sous-titre est Magnétisme et paradoxe de la modernité. Donc, elle est sociologue. Elle a fait paraître ce livre issu de sa thèse, qui est elle-même issue d'une recherche à partir de deux terrains. L'un antérieure liée au chamanisme sur la côte nord du Pérou, et puis revenant en Europe, revenant en France, s'interrogeant sur cette notion de sacré ou de forme alternative de la sacralité. Elle s'est saisie du sujet du magnétisme et à partir donc de cette double enquête de terrain, elle amène par justement cette étude tout en finesse à une réflexion qui reprend tout à fait le sous-titre de son livre, qui est le paradoxe de la modernité, puisqu'elle dialogue avec toute une série de concepts de la sociologie comme de l'anthropologie, des piliers de Mauss à Durkheim jusqu'aux théories de Latour ou bien de Philippe Descola ou de Jeanne Favre-Saada, entre autres. Voilà. Et donc, Fanny Charras est aussi, par ailleurs, autrice. On le sent d'ailleurs à la lecture de ce livre. Elle est écrivaine et elle a fait paraître un roman illustré intitulé Poils, plumes, écailles aux éditions Terre Vivante il y a quelques années. Actuellement, elle est en post-doctorat à UC Louvain et elle travaille, on nous en parlera peut-être, sur un autre terrain qui découle de ses travaux, c'est-à-dire sur l'usage des psychédéliques en Belgique dans une dimension thérapeutique. De son côté, Pierre Paulin est artiste. Il travaille tout particulièrement la sculpture, le film et le texte. Et ses travaux sont des discours, pourrait-on dire, des formes avant tout, des formes qui commentent ou qui nous font rêver autour d'objets, de consommation, de désirs des sociétés les plus contemporaines, qu'il s'agisse de la musique, des formes de la consommation, des ambiances, des parfums. Il a participé à de nombreuses expositions collectives. Plusieurs expositions importantes lui ont été consacrées à son travail, notamment l'exposition Run Run Boom Boom au FRAC Île-de-France Le Plateau. Il y a quelques années, comme Antonia le signalait, il avait aussi exposé à la Fondation Pernod Ricard à l'idée de Flora Katz, mais il a exposé aussi au Palais de Tokyo. On a pu voir son travail à l'étranger, à Monaco comme en Suisse, récemment à Circuit. Il anime, une forme de son travail ces dernières années aussi se cristallise autour d'un objet qui est une revue intitulée La Robe, une revue française, en français et en anglais. Par ailleurs, il avait été nominé il y a quelques années pour le prix Bernard Hitzig, prix de poésie Centre Georges Pompidou. Donc l'envie de vous inviter ensemble peut sembler à première vue un peu étrange, parce que le principe de ces rencontres, c'est aussi d'inviter des personnes qui travaillent sur des objets communs. Mais la grande force de vos formes que vous élaborez l'une et l'autre, c'est leur dimension de traduction, il me semble, de cette façon dont le réel se forme, se reforme, s'interprète, et de manière à la fois conflictuelle, harmonieuse, de façon parfois énigmatique, contradictoire, et c'est peut-être de cela dont il sera question. Nous avons un tout petit peu en amont, enfin vous avez un tout petit peu échangé et nous avons décidé, vous avez eu la belle idée de peut-être pour commencer à entamer ce dialogue, que des formes mutuellement de questions se soient posées. Mais peut-être d'abord Fanny va nous parler peut-être un tout petit peu de son travail, de ce livre, Le retour du monde magique. Retour ou tour peut-être pour évoquer, pour peut-être poser un peu ce tableau qui permettra ces moments de proximité, mais aussi de grande diversité des objets qui vous préoccupent. Bon.
Alors, c'est moi qui prends la parole. Merci, mais merci pour l'invitation et merci pour l'accueil et puis cette présentation. Alors, pour parler du livre, je ne sais pas par quel bout le prendre parce que du coup, c'est 7 ans de travail, autant d'enquêtes de terrain, donc 3 ans et demi en fait de travail empirique, c'est-à-dire des entretiens avec près de 200 personnes, des observations de cérémonies chamaniques au Pérou, qui sont des cérémonies, des rituels donc sur la côte nord péruvienne, après le Pacifique. C'est le désert en fait. Il y a un cactus qui pousse là-bas qui s'appelle le San Pedro, qui est un cactus qu'on dit hallucinogène en Occident. Je dis bien en Occident parce que ça veut dire qu'il procure des hallucinations. Mais ça, c'est la façon vraiment occidentale de voir les choses parce que localement, ce que les personnes voient lorsqu'ils prennent du San Pedro, ce ne sont pas des hallucinations pour ces personnes-là. Et donc, je me suis intéressée à ces rituels qui sont des rituels nocturnes qui ont lieu entre minuit et 6 heures du matin. Et voilà, je pourrais vous les décrire plus amplement si besoin. Et lorsque j'étais là-bas, donc je faisais un mémoire de master d'anthropologie à l'EHESS, pas mal de chamans m'ont demandé, ou même des personnes, lorsque je vais dans un village donc, de la côte nord péruvienne qui s'appelle Tucumé, on me disait, mais et dans ton pays, est-ce qu'il y a des chamans? Et en fait, j'étais vraiment incapable de répondre à la question. Je me disais, bah oui, je crois que oui, mais en fait, je me souvenais vaguement d'avoir entendu dire, étant plus petite, dans le village natal de ma mère, qu'on m'a dit, ah, il y a des guérisseuses, etc. Mais j'ai réalisé que j'y connaissais absolument rien et que si ce n'est justement le livre de Jeanne Favret-Saada, Les mots, la mort, l'essor, qui est sur la sorcellerie dans le bocage, qui a été publié dans les années 70, que j'avais lu, bah, en fait, je connaissais moi-même peu ces pratiques-là, en fait. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment le truc des anthropologues d'aller à l'autre bout du monde pour aller chercher des pratiques exotiques, le plus exotique possible, parce qu'il faut que ça soit vraiment exotique pour être intéressant, et de peu connaître le pays dans lequel ils ont grandi, ou en tout cas, on peut s'y intéresser, disons. Le connaître, mais avec une réflexivité moindre, voilà. Et donc, je suis revenue en France, et je voulais quand même continuer à aller au Pérou pour travailler sur le chamanisme, parce qu'il y avait des questions que je me posais encore. Mais rapidement, je me suis dit, tiens, je vais comparer avec une pratique qui soit une sorte d'équivalent français des chamans au Pérou. Et cet équivalent, ça a été le magnétisme. Alors au départ, je me disais, je vais aller travailler dans des campagnes, je vais aller, retourner dans le village natal, par exemple, de ma mère, et puis interroger des gens et trouver des magnétiseurs et des magnétiseuses et connaître leurs pratiques. Un peu, je vais travailler dans un village comme je l'ai fait au Pérou. Mais en fait, très vite, il y a eu plein de gens autour de moi qui m'ont dit « Ah, mais moi, je connais un magnétiseur, je connais une magnétiseuse. » Et puis, j'ai fait un tour de France. Puis, rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de magnétiseurs et de magnétiseuses en région parisienne. Et là, je me suis dit « Mais en fait, c'est à Paris que je vais travailler. » Parce que, en fait, c'est sous mon nez. Et en fait, je vis à Paris. Et il y a plein de magnétiseurs et de magnétiseuses, notamment dans les quartiers très huppés à Paris. Il y a un phénomène intéressant. Et d'ailleurs, ça vient contester cette idée que la tradition, c'est la tradition rurale, dans les campagnes. Il y a des magnétiseurs et des magnétiseuses. Il y a des chamans. Par contre, les personnes qui vivent dans les capitales européennes, ce sont les vrais modernes. En fait, ça vient voilà, ça allait à l'encontre de pas mal de préjugés, disons, anthropologiques et sociologiques. Et donc, ça me permettait de travailler plus amplement sur qu'est-ce que c'est que la modernité et qu'est-ce que vont chercher les personnes lorsqu'elles vont... Alors, qu'est-ce que j'allais chercher moi-même en allant chercher des chamans à l'autre bout du monde, en fait qu'est-ce qu'on va chercher quand on va aussi chercher un magnétiseur? Enfin, ce genre de questions-là. Voilà, pour faire une petite introduction. Peut-être, Pierre, tu as lu le livre de Fanny Charras. Alors, je ne l'ai pas lu entièrement, mais je l'ai bien parcouru. Et du coup, on passe aux questions, c'est un peu ça l'idée. Alors moi, j'avais noté 2 choses qui m'ont... Alors, c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Il faut imaginer que moi, je viens de lire un livre comme vous aurez pu le lire. La première question que j'avais... Parce que toi, tes lectures sont effectivement assez différentes. On peut rappeler que notamment à la fois d'ailleurs dans ton exposition Run Run Boom Boom et puis dans ce magazine, dans ce journal La Robe, il y a de nombreux articles de ta part ou co-signés où tu sollicites aussi un entourage amical pour développer une pensée qui s'approche aussi d'une pensée en termes de parfois d'enquête ou enfin qui est portée par un désir de compréhension, de description, d'explication.
avec d'autres moyens que ceux d'une scientificité pure et dure. Exactement, mais je suis plutôt du coup du domaine, du côté de la littérature, clairement, quand je fais ça. Une littérature qui cherche à comprendre et à se saisir du monde. Bien sûr, mais avec comme objet quand même souvent des objets qui sont très personnels, des obsessions personnelles en tout cas. Je ne rends pas des comptes comme quand on écrit un livre de sociologie. Voilà, c'est ça surtout. Mais pour revenir à ce que j'ai lu du livre et qui m'a beaucoup plu, parce qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose qui m'a intéressé du domaine de la traduction et surtout de comment une sociologue peut se retourner et regarder le côté magique de sa propre culture. Et c'est ça que moi qui m'a beaucoup touché. Notamment, j'ai noté que tu ouvres le livre en parlant du fait que 9 ans après, quand toi tu rédiges ce livre ou tu le ranges, je ne sais pas, cette pratique du San Pedro, il devient classé, ou en tout cas enregistré par le ministère de la Culture péruvienne. Et il y a, je crois, 2 ans, le même cactus est maintenant interdit d'être cueilli par d'autres personnes que les natifs américains sur la bordure du Mexique, je crois, non? Tu me corriges ou si c'est pas le même? Peut-être que c'est le peyote. Ah, c'est le peyote, voilà. En tout cas, il y a un vrai changement. À la fois, ça devient de la culture et à la fois, on ne peut plus l'exotiser d'une certaine manière du côté du Mexique. Et ma question, elle est là. Elle était à cet endroit-là. Parce que la question de la magie, elle se pose, en tout cas, est-ce que toi, tu as fait une vraie différence entre les pratiques qui sont liées à des cultures ancestrales et les phénomènes qui sont liés au New Age et à des formes un peu plus collées de formes de spiritualité, de magie dans ton travail là-dessus? Okay. Alors, en fait, quand je parle de magie, et c'est pour le retour du monde magique, d'ailleurs, c'est un clin d'œil à Ernesto De Martino, qui a écrit Le Monde magique, un anthropologue italien qui a été pas mal oublié en France, alors qu'il écrivait des choses vraiment hyper intéressantes. Et en le découvrant, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment incroyable ce qu'il écrit. Et en fait, ce que j'appelle magie, du coup, c'est ce qui, à un moment donné, a été réprimé au nom de la science, très souvent. Donc ça englobe énormément de pratiques et ça me permet de ne pas distinguer entre ce qui s'est passé au Pérou. Il y a eu la colonisation, il y a eu ensuite, après la colonisation, il y a eu l'arrivée des Lumières au Pérou et il y a eu une répression du chamanisme, d'abord liée à l'arrivée du catholicisme, puis à l'arrivée des Lumières et de conception du soin médical qui était opposée à celle des chamans locaux. Et donc là, au moment de cette arrivée des Lumières, c'était pas au moment de la colonisation, c'était plutôt en tant que sorciers que les chamans étaient réprimés, faisant de la magie noire, etc. Et au moment de l'arrivée des Lumières, c'était des charlatans qui font des pratiques magiques, sous-entendu chimériques, qui ne servent à rien. Et en fait, c'est ce qu'on observe également avec le magnétisme en France. C'est à une autre époque, plus ou moins, c'est à la Révolution française que le magnétisme a été réprimé en tant que chimérique, produit d'imagination. Mais du coup, ce qui m'intéressait, c'est de me dire comment les sciences se construisent en créant des marges et en réprimant dans ces marges des pratiques qui sont considérées comme magiques, sous-entendu superstitieuses, ce sont que des croyances, elles n'ont pas d'efficacité réelle, elles n'ont pas de validité empirique réelle, quoi. Donc c'est ça qui m'intéressait. Et donc évidemment, là, ça permet d'englober beaucoup de choses. Et après, j'ai observé des différences. Et donc, ce qui m'intéressait dans la différence, alors, les pratiques en tant que telles, elles sont extrêmement différentes. Les chamans, donc, pour te décrire vraiment la pratique, les chamans, donc c'est un rituel nocturne, comme je disais. Et en fait, la nuit, ils mettent un autel sur le sol. C'est un autel qui est constitué à la fois de figurines catholiques, en fait, parce qu'à force d'être réprimés par l'Église catholique, ils ont intégré la critique en disant « mais on va se catholiciser, vous arrêterez de nous réprimer ». Donc ils ont des objets catholiques, ils ont des crucifix, ils ont des images de la Vierge, etc. Et puis ils ont aussi des objets préhispaniques. Et là, on voit d'ailleurs que c'est traditionnel, comme tu le dis, mais on voit bien que la tradition ne peut exister dans la modernité qu'à condition d'avoir été transformée, modernisée.
parce que la répression fait qu'on transforme la pratique pour être accepté, quoi. Et de l'autre côté, ils ont des objets préhispaniques. Et en fait, c'est intéressant parce qu'ils ont intégré la critique du catholicisme. Les objets préhispaniques servent à faire le mal. C'est ça le côté sorcier. Vous voyez, on est des sorciers. Tout ce qui est préhispanique, c'est sorcier. Par contre, la magie blanche, c'est le catholicisme. C'est très souvent, hein, c'est pas toujours le cas, mais très souvent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les patients et les patientes vont se présenter devant cet hôtel, à tour de rôle, en ayant pris du San Pedro dans la nuit, à tour de rôle donc. Et puis le chaman, à travers cet hôtel, il dit que c'est l'hôtel qui parle et qui va dire voilà les mots de ce patient, il faut lui faire ça comme soin. Voilà, ça. Et puis il y a une pratique du coup énergétique qui va consister à prendre un élément de l'hôtel et de le passer sur le corps de la personne pour lui enlever les énergies négatives. Dans le magnétisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui en région parisienne, alors après bien sûr, hein, pardon, mais dans le chamanisme, il y a plein de variantes, ça c'est le chamanisme à Côte-Nord péruvienne, et à l'intérieur des 15 personnes que j'ai observées, il y a 15 limites styles différents, et pareil dans le magnétisme, grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Magnétisme, on est dans un cabinet individuel de jour, ça dure 1 heure, ça dure pas 10 heures, on ne prend pas de psychédélique, et il y a juste un soin énergétique, souvent juste par les mains, donc il n'y a pas d'usage d'objet. Et donc, on passe les mains au-dessus de la personne. Parfois, on va l'effleurer, donc ça va dépendre du style de magnétisme, et on va faire un soin énergétique comme ça. Donc, c'est des pratiques qui, en soi, n'ont rien à voir, mais elles ont en commun d'avoir été réprimées au nom de la modernité, au nom de la science, et elles ont en commun également autre chose, c'est que pour répondre à cette critique de la science, de la modernité, enfin des modernes, disons, elles se sont transformées au fil du temps. Et donc, elles se sont en fait notamment professionnalisées. Ce qui fait qu'elles existent encore aujourd'hui parce qu'elles ont réussi, grâce à leur professionnalisation, à éviter les procès qu'elles avaient au départ, en transformant la pratique, à s'adapter pour survivre dans la modernité, en gros. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est de voir les chemins d'adaptation qu'elles ont pris, qui ne sont pas les mêmes parce qu'on n'est pas dans les mêmes pays, c'est pas la même organisation sociale, c'est pas le même environnement culturel, etc. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est la différence en fait des formes qu'elles vont prendre, parce que la répression a été différente et la façon dont elles étaient accueillies localement était différente également. Voilà. Oui, il y a aussi cette idée, tu t'intéresses au fait que ces pratiques sont en résistance aussi, ça c'est une notion importante que tu utilises. Et je ne me rappelle plus exactement comment j'ai formulé cette question, mais je me suis posé, moi ça m'a évoqué directement aussi toute une histoire du satanisme en fait, européen, et comment même dans son côté littéraire, il n'était pas lui aussi, quelque part, dans une résistance avec des types de pratiques bien diverses, mais qui étaient aussi du côté, en tout cas du côté d'autres types de pratiques, même avant les pratiques scientifiques, c'est-à-dire celles de l'Église. C'est des pratiques de l'Église et les pratiques sataniques. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a intéressé ? En fait, la question de la résistance, quand il y a une répression, il y a une résistance parce que soit on disparaît et donc on arrête de pratiquer. Si on veut continuer de pratiquer et qu'on est réprimé, on doit résister. Mais en fait, toute résistance, et ça c'est vraiment un truc très courant, c'est vraiment le truc, je viens d'une école de pensée sociologique qui s'appelle la sociologie pragmatique, et notamment Bruno Latour dit, en fait, tout ce qui résiste se transforme. En fait, il y a des épreuves, et donc le concept d'épreuve pour lui est très important. C'est des épreuves qu'on peut avoir tous les jours, et en fait, résister, c'est se transformer. Parce que résister à une épreuve, ça implique une transformation. Alors après, il faut voir comment on se transforme face à une épreuve. Et souvent, tout le monde ne se transforme pas identiquement face à la même épreuve. Donc au sein des chamans, par exemple, il y a des chamans qui vont vraiment résister beaucoup plus, et là, en fait, ils vont résister au jugement moral, etc. Et en fait, c'est des chamans qui font un pacte avec le diable. Et donc, il y a des chamans qui ont une pratique sataniste, en fait. Et c'est ceux qui sont dans le spectre du chamanisme les plus loin de la légitimité étatique. Même là, quand il y a eu une patrimonialisation de la pratique, ils ne voulaient pas patrimonialiser les satanistes. Et dans le cadre du magnétisme, en fait, il y a aussi au bout du spectre du magnétisme, il y a les médiums. En fait, il y a les magnétiseurs qui vont faire juste des passes énergétiques, et il y a des magnétiseurs qui dialoguent avec des esprits. Et ça, c'est le bout du spectre, on résiste
Et on veut résister, mais on veut même pas être reconnu par les institutions. Aujourd'hui, on n'essaye pas de jouer le jeu institutionnel, d'être reconnu en France comme thérapie complémentaire, comme le veulent beaucoup de magnétiseurs. On va être vraiment médium. Et donc, on résiste même à la définition de la science telle qu'elle est. Alors, souvent, on y résiste en réintégrant des éléments scientifiques. C'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, et d'ailleurs, ces personnes-là, en fait, la plupart du temps, refusent toute forme, la reconnaissance étatique, comme le chaman que j'ai rencontré qui a fait un pacte avec le diable. Donc on voit que c'est un élément assez important pour moi. Cette question médiumnique, on la trouve aussi dans ton travail, il me semble, Pierre, parce que il y a, donc, notamment dans la robe, il y a toute une série de textes, mais progressivement, je crois que c'est à partir du numéro 4 de ta publication, apparaît un dialogue avec, c'est un texte écrit durant le confinement ou un déconfinement, peut-être tu peux en parler directement, un dialogue qui s'inscrit dans une tradition ou dans une pratique médiumnique. Je me suis beaucoup intéressé à Jack Spicer pendant longtemps. On rappellera peut-être que c'est ce poète. C'est un poète des années 50 qui a développé une théorie de la poésie autour de la question de comment que le poème, en fait, il fallait recevoir la voix du poème, et qu'une grande partie de l'activité du poète était en fait de l'accueillir et de produire le mobilier pour accueillir cette voix. Mais curieusement, je pense qu'il sait très bien qu'il y a d'autres poètes avant lui, comme William Blake, qui ont pensé de ces questions-là, et il se défend vraiment de ça. Pour lui, c'est plutôt un système quasiment technique. Alors, comme une radio qui va réceptionner, qu'il faut des transistors, et que finalement nos connaissances, que l'on a appris, nos sensations, nos expériences en tant qu'individu, en tant que poète, ne sont que le mobilier, que tout ça, il faut le mobiliser pour accueillir la voix du poème, sinon on écrit de mauvais poèmes. Il y a vraiment cette peur aussi d'écrire un mauvais poème chez lui. Alors ça m'a vraiment concerné pendant un moment. J'avoue que j'ai toujours aimé William Blake, et c'est plus tardivement finalement que je m'y suis intéressé. Et effectivement, dans la revue La Robe, et ça date du confinement, parce que tout départ, cette revue, elle était faite aussi pour... je l'avais imaginé comme un espace d'accueil d'amis, de penseurs que j'aimais beaucoup, et de faire une revue, quoi. Et puis, au confinement, il s'est avéré que plus personne ne répondait vraiment. Et du coup... Donc, c'était plus facile de dialoguer Voilà, j'ai inventé un personnage qui est une entité éditoriale qui a pris place dans La Robe, qui s'appelle Loring Piper Magazine, et avec qui j'ai commencé à avoir des conversations. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, il y a aussi un rituel qui est nécessaire. Tu évoques le jeûne, tu évoques l'alcool. Il y en a plusieurs, oui. Enfin, il y en a plusieurs, oui. Oui, ça c'est aussi des recettes un petit peu à la Jack Spicer, c'est comment recevoir et comment pouvoir dialoguer avec Loring Piper. Mais tout ça pour moi est aussi une forme, au départ, de joie, trouver le moyen et comment écrire. Et comment avoir le goût de l'écriture, et du coup ce personnage il s'est petit à petit effectivement mis en place de petits rituels qui sont décrits dans le colophon, vu que c'est une entité éditoriale. Oui. Et cette chose médiumnique, est-ce que finalement ça serait quelque chose qui caractériserait aussi les artistes ? Enfin, je ne sais pas, oui. Il y avait autrefois l'inspiration. Qu'est-ce que... C'est à moi qui dois répondre ? Non, je ne sais pas, oui. Ou à personne, oui. J'avoue que je ne sais pas. Enfin si, disons que je crois qu'on doit avoir des... Je n'ai pas du tout travaillé là-dessus. Non, mais on a des... Je peux avoir des
être inspiré, c'est ça, d'une certaine façon. Et en même temps, ce qui m'intéresse pas mal en ce moment, c'est la façon dont on va recaractériser, en fonction des continents dans lesquels on se trouve, certaines visions. Alors, les portes de la perception, c'est typique. Je veux dire, William Blake, c'est ce qui a inspiré les danses avec les portes de la perception, et avec l'idée qu'en prenant du LSD, on va ouvrir les portes de la perception, et que c'est presque mystique. On va pouvoir peut-être voir des esprits qu'on n'est pas en mesure de voir si on n'a pas pris de psychédélique. Donc, il y a cette volonté d'ouvrir ces portes de la perception qui sont en même temps ouvrir l'inspiration, ça va ensemble. Et en fait, ce qui m'intéresse pas mal, et ça rejoint un peu cette question, mais en la déformant, c'est qu'au Pérou, sur la côte nord péruvienne, c'est pas à Lima. À Lima, ça serait très différent. Au Pérou, donc à Tucumé, quand des personnes, je disais tout à l'heure, prennent des psychédéliques, ils disent pas « j'ai des hallucinations », ils disent qu'ils voient des esprits, mais c'est pas non plus ouvrir les portes de la perception. Parce qu'ils disent on peut voir, mais c'est le verbe voir qui est entaché d'une connotation différente, qui est un autre type de vision. D'ailleurs, ils disent on voit pas avec les yeux. On voit autrement. Si tu essayes de voir un esprit avec les yeux, tu peux pas le voir. Et ça m'est arrivé en fait d'avoir une vision comme ça, mais c'est une vision périphérique où, en ayant pris du San Pedro, j'ai vu quelque chose, j'ai tourné la tête et ça avait disparu. Et le chaman m'a dit tu l'as vu? Et je dis ouais, mais je le vois plus. Il me dit mais c'est parce que tu peux pas le voir de la même façon, c'est pas la même façon. Et bien sûr, alors moi en tant que bonne occidentale, je me disais bon, de toute façon j'ai une hallucination, j'ai pris du San Pedro, on est la nuit, voilà, j'ai une hallu. Et en fait maintenant, aujourd'hui, en travaillant sur l'usage thérapeutique de psychédéliques, je vois que la façon dont on essaie de valoriser les psychédéliques, c'est pas en réduisant à des hallucinations, c'est en disant on a accès à quelque chose, mais qui est de l'ordre de la psyché, les psychédéliques, donc de notre esprit. Alors après, c'est ça la question, c'est l'inspiration. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur ou c'est quelque chose qui vient de l'intérieur? Alors ça vient sans doute des deux, mais il y a un peu cette volonté, d'un côté en tout cas au Pérou, ce que j'ai remarqué à Tucumé, c'est que ça vient plutôt de l'extérieur et on est en mesure tout d'un coup de voir des choses qui ne nous appartiennent pas, qui sont extérieures. Et puis il y a une autre façon de faire qui serait ici pour se soigner, de se dire il faut plonger en soi. Et en fait, je pense que ça rejoint pas mal des questions d'inspiration artistique. Est-ce que cette inspiration, elle va venir de l'extérieur? On est inspiré, est-ce presque la voix divine qui nous inspire? Ou est-ce que c'est en plongeant en nous? Alors sans doute c'est les deux, et puis sans doute que chacun a sa conception de l'inspiration. C'est une voix qui m'a guidée. Quand j'écris une histoire, j'ai dit pas mal de personnes qui expliquent que la jeunesse d'une œuvre, parfois c'est vraiment une voix qui les porte, etc. Voilà. Est-ce que cette voix est extérieure ou intérieure? C'est toute la complexité de la question. Jack Spicer, il y répond d'une certaine manière, c'est qu'il faut imaginer le poète en train d'accueillir et de mobiliser tout le mobilier. Donc il y a déjà quelque chose de l'ordre du rituel qui est mis en place pour que ça se passe. Et quelque chose qui est de l'ordre de la traductibilité. C'est-à-dire, je pense qu'à mon avis, c'est à cet endroit-là que ça se joue. Oui, il y a bien chez l'artiste quelque chose qui est traduit, mais aussi entre les mondes. Et là, pour rebondir sur ton livre, j'ai trouvé ça assez intéressant à quel point, pour faire un vrai travail de sociologie, il fallait à un moment abandonner certaines croyances pour regarder le monde des magnétiseurs comme un monde en soi, intraduisible, qui avait ses propres règles, et les étudier comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, pour revenir sur ce que tu disais, qui est de l'ordre de la traductibilité. Il y a quelque chose d'intraduisible, mais pourtant tu as fait l'effort de convoquer les outils de la sociologie pour faire ce travail qui est là. Non ? Oui. En fait, c'est vrai que la question de la traduction, d'ailleurs qui est un terme très cher à Bruno Latour, mais dans mon cas, en fait, la traduction, c'est vraiment quand on a une pratique qui mobilise des choses qui sont invisibles et surtout des choses qui sont souvent considérées comme n'existant pas en France, et donc de l'ordre de l'irrationnel, et ben en fait, la pratique d'écriture va venir mettre de la rationalité à un endroit où beaucoup de gens vont critiquer comme irrationnel. Et alors après, ce que je ne cesse de répéter, c'est que c'est pas à moi de dire si une pratique est rationnelle ou irrationnelle. J'essaye d'observer qui va critiquer comme irrationnelle cette pratique. C'est pour ça que j'ai fait des entretiens avec des médecins qui sont engagés contre les thérapies complémentaires pour voir pourquoi ils les critiquaient en tant que telles. Qu'est-ce qui mobilisait comme argument pour dire que c'était que ce sont des pratiques irrationnelles, qui n'ont aucune efficacité. Mais j'ai aussi, d'un autre côté, essayé de comprendre la pratique et donc de mettre de côté certains
certaines notions, certains préjugés que j'avais moi-même qui m'empêchaient d'enquêter vraiment sur cette pratique si je commençais à la déconsidérer. En fait, commencer par dire de toute façon, l'irrationnel, c'est des superstitions, c'est s'empêcher de l'étudier vraiment. Et de les comprendre. Et de comprendre. Donc, c'est en ça qu'il y a un travail de traduction qui passe par une compréhension de l'intérieur de la pratique. Et à un moment donné, il faut en sortir parce que quand on comprend trop bien quelque chose, c'est pour ça qu'en anthropologie, il y a un peu l'écueil, la peur du going native, qui est vraiment ce truc où, à force de fréquenter un groupe de personnes, que ce soit d'ailleurs des personnes à l'autre bout du monde ou des personnes de notre propre pays, on est tellement dans leur pratique qu'on finit par plus s'en extraire pour écrire. Et en fait, il y a un moment donné, c'est là qu'on doit être traducteur, en fait. C'est vraiment... on a tellement fréquenté de l'intérieur quelque chose que quand on s'en extrait, on est en mesure de traduire parce qu'on n'a pas perdu non plus notre casquette de sociologue ou d'anthropologue. On est devenu bilingue, quoi. Et Laurine Piper, elle s'incarne aussi dans tes travaux. C'est aussi un moment, tu évoques quelle est la doublure d'une veste qui porte un texte. Donc elle a des formes diverses. Elle me sert à faire pas mal de choses, mais surtout moi, ma spécificité, c'est que j'ai grandi dans une communauté religieuse. C'est quelque chose que j'ai jamais plutôt refoulé pendant beaucoup d'années, ou pas trop parlé en tout cas. Mais il m'est arrivé un problème de traductibilité qui m'a posé question. C'est que à la suite d'une exposition, j'ai pu avoir la chance de ramener mon père voir cette exposition et en essayant de lui expliquer, en sortant de cette exposition, il m'a dit mais tu fais comme nous. Et j'ai pas compris, c'est-à-dire que j'avais pas vu, mais effectivement, dans cette exposition, une partie des textes que j'avais volontairement cachés dans des vêtements, on avait cette pratique de faire des dessins géométriques et de les cacher pour se protéger dans nos propres vêtements. Et j'ai compris qu'il y avait du coup, alors moi c'est un des endroits où je fais très attention, c'est que je pense qu'il y a des matérialités culturelles qui sont liées à des pratiques, aussi des pratiques religieuses, qui fait que malgré ce que j'avais tenté de faire, une œuvre d'art, finalement, mon langage, le langage d'où je venais, il transpirait dans ce que j'étais en train de dire. Donc, à cet endroit-là, Laurine Piper m'aide à aller de l'autre côté, quelque part, comme un médium d'une culture d'où je suis en partie issu. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, parce qu'il y a des langages qui se résistent, ça c'est sûr. Et c'était aussi, j'ai un intérêt très fort pour Aleister Crowley aujourd'hui et une forme de satanisme littéraire parce que je pense que leur manière de pratiquer est en résistance et que c'est intéressant de regarder ces formes de résistance. Et ça m'intéressait aussi de voir à quel point, quelque part, il a fallu que tu fasses la même chose. C'est que tu ailles contre les résistances scientifiques pour être peut-être même encore plus scientifique, curieusement. Voilà. Je sais, peut-être dans une interview dans ton livre, tu évoques cette question du magnétisme. Elle arrive aussi dans tes interrogations liées à la militance ou à des situations. Je me souviens pas l'avoir évoqué. Enfin, j'en avais eu l'impression, en tout cas. Non, mais je sais pas si je l'ai dit quelque part, mais c'est vrai que. Enfin, non, je sais pas. À quel niveau Oui, bien sûr. En fait, j'ai une pratique. Disons que avant de faire une thèse, j'étais assez militante écolo, on va dire, que je le suis encore, mais ça prend un nouveau visage et parce que enrichi par mon travail de thèse scientifique, etc. Et puis, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de pratiques de personnes qui sont des militants et des militantes pour l'écologie, etc., qui se tournaient vers ce genre de pratique, genre magnétisme. Et en fait, ça a côtoyé. J'ai commencé mon travail de thèse alors que j'avais co-créé une association dans la Drôme avec un groupe de personnes. Et en fait, lorsque j'ai commencé à évoquer ce sujet de recherche, je ne voyais pas tout à fait les liens, mais tout le monde a commencé à me dire dans ce milieu-là, mais moi je connais, etc. Et je pense qu'il y a vraiment un lien, en fait, que j'ai réobservé, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai rencontré un médecin qui, en région parisienne, propose du magnétisme à ses patientes, il est oncologue et radiothérapeute, et ses patientes ont des brûlures de la radiothérapie pour des cancers du sein. Et en fait, il va
pour barrer le il va y feu, avoir non, quelque chose de critique, oui. dans sa pratique. C'est-à-dire, en fait, c'est un médecin comme un autre, mais il va dire, en fait, je vois les limites de la médecine lorsqu'elle est devenue trop industrielle, lorsqu'elle ne se soumet plus aux lois vraiment de la science, mais de plus en plus aux lois du marché. Et donc, quand elle va, voilà, on va parler de lobby pharmaceutique, etc. Dans ce cas-là, peut-être qu'il vaut mieux aller voir un magnétiseur pour enlever le feu de la radiothérapie, qui est un effet secondaire en fait de ma propre pratique, et ma pratique il ne va pas remettre en cause outre mesure, parce que ça ne veut pas dire qu'il va arrêter d'être médecin, mais en fait je vois que finalement il y a des liens qui sont faits entre la critique de l'industrialisation excessive, la critique des effets secondaires non pris en compte, la critique de la réification de la nature, avec cette idée que en fait avoir un retour de la magie, c'est recommencer à sacraliser des lieux, le corps, la vie, et donc il y a cette chose-là qui m'intéressait, mais de loin, je me disais, il doit y avoir un lien. Et en fait, le lien qu'on peut imaginer de loin lorsqu'on a une pratique militante et qu'on n'a pas commencé une thèse, et ce qu'on découvre, en fait, une fois qu'on est, entre guillemets, sur le terrain et qu'on fréquente des personnes, et en fait, on voit que les choses prennent un visage autre. Mais ce lien a perduré d'une certaine façon. Et en fait, venir critiquer la modernité, pour moi, c'était réfléchir à ce qu'était que la modernité. C'est aussi venir critiquer une modernité industrielle, peu respectueuse, en fait, de la nature. Encore, c'est un grand mot, mais peu respectueuse de la vie, de façon générale, dont la modernité en termes de unique profit, quoi. Voilà. Parce que dans ton travail, il y a une dimension critique très présente. À propos de quoi Enfin, il me semble, assez présente en tout cas, non à propos des formes de circulation, de consommation. Il y a à la fois une fascination, mais il y a quand même aussi cette dimension-là. À propos des logos de marque, par exemple, voilà, du c'est ça, sportswear. De tout ce qui t'intéresse lié au sportswear, oui. Alors là aussi, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de l'écriture, encore une oui. fois. Je me suis beaucoup intéressé à la question de l'élevage animal et comment la conduction des fluides sexuels des animaux permettait de rendre les animaux productifs pour l'homme. Et à cette réflexion, c'est ajouté une passion pour le cuir. Donc il y a beaucoup des objets que je fabrique qui sont en cuir, parce que le cuir est la peau des animaux qui ne sont plus nécessaires au cycle de la prochaine reproduction. Donc ce sont les improductifs. Donc ça m'a beaucoup intéressé, en partie parce que je m'intéressais à savoir ce qu'il y avait de pareil dans la communauté religieuse dans laquelle j'étais, dans ce monde ici. Et c'était vraiment l'élevage animal. Et je dois avouer que j'ai eu, en sortant de cette communauté, une vraie passion en tout cas une fascination pour les logos de marque. Parce que pour moi, ils ont quelque chose d'aussi magique et de quasiment religieux. Et je me suis beaucoup intéressé à leur relation avec les armoiries familiales, et avec le fait qu'ils puissent être représentés, en tout cas la lignée du père, et donc la primauté du sperme sur l'ovule. Et j'ai imaginé ça comme un système productif dans le langage, donc comme un système d'insémination linguistique. J'en parle dans la robe. C'est un délire poétique, mais ça tente de parler, au fond, de la question des masculinités. Parce que la communauté dans laquelle j'ai grandi était, en tout cas le domaine religieux était dirigé par des femmes, et elle était plutôt matriarcale. Donc c'est une question qui m'a intéressé. Mais c'est cette fascination, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'organisation dans le logo qui m'a beaucoup intéressé. J'ai voulu voir comment... Alors oui, j'en ai parlé, et j'en parle beaucoup dans la robe, justement. Et quand on est sociologue, anthropologue, et qu'on lit des textes... d'un artiste, qui aborde ce genre de... Qu'est-ce qu'on en fait Pour moi, c'est une expérience assez ésotérique, en fait. Non, il y a vraiment quelque chose en lisant tes textes, en prenant connaissance, où je me disais, ah ouais, c'est vraiment un autre monde, il y a des choses en commun, il y a des concepts en commun, mais qui ne veulent sans doute pas du tout dire la même chose. Et du coup, j'étais assez interpellée par l'hermétisme qu'il peut y avoir entre nos deux
monde. Peut-être il y a des chemins, des traductions d'ailleurs. Et en fait, je connais très peu, moi. Enfin, c'est ce que je te disais, c'est que et toi aussi. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de. Enfin, là, c'est une rencontre où finalement on découvre les univers mutuels. Oui. Mais c'est un peu l'idée de ce genre de rencontre. Oui, oui. Et en fait, j'ai surtout réalisé l'importance de mon ignorance. Non, mais c'est vrai en fait, par rapport à cette façon de faire que tu as en fait, qui me paraît, qui est étrangère pour moi en fait. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais une question sur la critique, justement sur, mais c'est un peu, je l'avais formulé un peu différemment, mais c'était, oui, de quel type de critique le support, ton exposition, elle supporte quel type de critique? Qu'est-ce que tu amènes en termes de critique en exposant des vêtements qui ont tous une marque, etc. Et pourquoi le noir et le blanc? Pourquoi cette binarité, en fait? J'avais vraiment l'impression d'une forme de binarité, d'une absence de couleur. Dans le noir et blanc, et c'est quelque chose qui m'a pas mal marqué en regardant les documents que tu m'as envoyés. On me pose souvent cette question. Je pense que c'est vraiment lié à l'écriture. Je pense tout ça, qui est peut-être la question de l'encre dedans. Et avant, tu m'as. C'était quoi la question? Ça rejoignait ce qu'avait dit. Mais de ton côté, Fanny, toi, tu déploies un type d'écriture qui n'est pas simplement académique, universitaire. D'ailleurs, dans ton livre, tu utilises aussi des tas d'instruments littéraires pour décrire notamment tes rencontres. Ça fait autant de scénettes, pourrait-on dire, qui sont bien menées et qui font partie de la forme de mise en intrigue. Voilà. Alors, par ailleurs, tu développes, même peut-être de plus en plus, un désir d'écriture sous forme de nouvelles, de narration, de romans peut-être. Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on fait quand on vient d'une écriture qui est plutôt étayée par un rapport de vérificabilité ou d'autres par rapport au langage, par rapport à des concepts, quand on se lance dans une écriture autre? En fait, disons que c'est plutôt l'inverse, c'est que je suis arrivée vers les sciences sociales en commençant à écrire. En fait, j'ai écrit 4 romans non publiés entre mes 18 et 23 ans. Et je pratiquais du coup l'écriture de façon... tous les ans, j'écrivais un roman. C'était un peu à la fin de l'année, il fallait que j'écrive un roman, que je relisais pas, que je corrigeais pas, alors que le début de l'écriture, c'est aussi la correction. Mais c'était un peu pour faire la plume. Et j'ai voulu faire des sciences sociales parce que je me rendais compte qu'il me manquait de substance dans mes romans, que je voulais pas vraiment parler de moi, que j'inventais du coup des univers, mais souvent ces univers manquaient de substance eux-mêmes parce qu'il manquait de recherche, et que les personnes que j'aimais lire, les auteurs et autrices que j'aimais lire, la plupart d'entre elles, en fait, avaient soit un parcours, pas de sciences sociales, mais en tout cas de journalistes ou d'enquêteurs, d'enquêtrices. Et je me disais, en fait, il faut que je vienne nourrir mon écriture d'autres choses. Et puis, en fait, aussi, j'étais sommée de trouver un travail, de faire des études, voilà. Et donc... progressivement, je me suis dit, tiens, si je choisissais de faire des sciences sociales, ça me permettrait à la fois de continuer d'écrire, même si c'est un nouveau type d'écriture. Donc c'est comme ça que j'ai découvert l'écriture en sciences sociales, avec les travaux que je devais rendre lorsque j'étais à l'école des hautes études. Voilà. Et après, la thèse, le mémoire, la thèse, et qui est un autre type d'écriture. Mais par contre, on m'a souvent dit... Ah, t'écris bien. Enfin, dans le sens, je sentais, au début, je me rendais pas compte. C'est-à-dire que comme j'avais pas publié, j'avais publié des nouvelles, mais j'avais pas tant publié, et que ma pratique, je la gardais pour moi. En fait, c'était quelque chose dont je parlais peu. Quand on me disait que j'écrivais bien, je sentais que c'était parce que, en fait, par rapport à des personnes du même âge qui avaient à peu près le même parcours, mais qui n'avaient pas passé leur journée à écrire en essayant d'écrire des romans, finalement, j'écrivais des textes plus accessibles. J'avais un souci du langage que n'avaient pas nécessairement mes... De l'adresse aussi, notamment, d'une adresse qui soit plus... général, oui. Et en fait, l'un et l'autre sont venus se nourrir. Et j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de textes de sciences sociales qui me tombent des mains. Parce qu'en fait, quand il y a, surtout en sociologie, d'ailleurs, on peut voir dans les disciplines en sciences sociales, entre l'anthropologie, l'histoire et la sociologie, c'est pas la même chose. Les historiens, historiennes et les anthropologues ont souvent une plume, je trouve, plus belle, qui a un souci du langage plus fort que pour les sociologues qui vont... Très souvent, c'est une généralité, mais...
parfois, écrire des choses que je trouve vraiment très dures à lire, très arides. Et qui sont censées être un signe de scientificité, voilà. justement. Oui. Et en fait, à un moment donné, moi, j'étais un peu pas savoir quelle partie j'allais prendre. Et finalement, en allant vers la sociologie pragmatique, en fait, c'était l'importance qui est répétée par beaucoup d'auteurs et d'autrices que je lisais, qui était suivre les acteurs. Ça veut dire décrire la situation. Elle est importante, la situation, parce que en tant que personne qui observe, on est acteur et actrice. Et donc, en fait, tout d'un coup, c'était pouvoir parler de ce que j'ai vécu, mais sans être dans une écriture nombriliste qui, moi, m'agace, en fait, de juste je raconte ma vie. Et je pense que c'est intéressant parce que je la raconte. Il y a des personnes qui savent très bien le faire, mais en tout cas, moi, c'est pas quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Et en fait, du coup, ça me permettait tout d'un coup d'être là, mais en étant là en tant qu'actrice, mais l'acteur principal, c'est la personne à qui je m'adresse, la personne qui me raconte sa vie, et de mettre en scène. Et puis en fait, finalement, je me suis dit, j'aimerais bien qu'on me lise comme on lit un roman, mais avec une réflexion sociologique derrière. Voilà. Et mes deux pratiques se combinent. Et là, je fais une bande dessinée sur mon travail de recherche sur les psychédéliques. Et donc, j'essaye en fait de combiner. Je me dis que c'est des pratiques qui... parfois qui s'excluent, surtout en France. C'est moins le cas en Belgique où je vis actuellement, c'est moins le cas aux États-Unis, c'est moins le cas en Angleterre. Mais en France, il y a une tendance à vouloir dire, quand on fait des sciences sociales, on ne fait pas de la littérature. Si vous faites de la littérature, vous n'êtes pas des bons scientifiques. D'ailleurs, on me dit, si tu veux chercher un poste à la fac, ça va être plus compliqué si tu as publié la littérature entre-temps, parce qu'on va te dire, tu veux vraiment ce poste dans ce cas, travaille... H24 à publier des articles et à publier des livres universitaires plutôt que de faire de la littérature. Et ce que je trouve dommage, parce que je pense qu'il y a à apprendre des deux côtés. Et toi, de ton côté, tu es lecteur donc à la fois de théorie, de critique, enfin d'esthétique et de poésie. De moins en moins. De moins en moins, alors oui. Non, parce que je pense que depuis que que Laurine Piper s'est invitée comme cette identité éditoriale dans mon travail, je me suis mis plus à faire des films. Et au contraire, à inventer des rituels qui me permettent de dire certaines choses que je souhaitais dire dans mes textes. D'accord. Donc je pense qu'il y a plutôt un glissement qui se fait petit à petit vers le film. Et qui devient l'endroit où, dans mon travail, les objets que je produis, les costumes, tout cet attirail autour du vêtement que j'avais développé, autour de la confection de vêtements, est convoqué dans ces films. Donc alors oui, je lis toujours, et quand même principalement aujourd'hui, je dirais de la poésie, de la théorie, un peu des sociologues quand même aussi. Mais moins qu'avant, ouais. D'accord. Fanny, tu avais des questions peut-être sur le travail dans ta petite liste? Oui, j'avais une question qui est pourquoi exposer des vêtements? Qu'est-ce que les vêtements, pour toi, cachent ou au contraire exhibent? Alors ça, c'était il y a quelques années, mais je pense que je me posais la question j'avais une théorie à l'époque qui reposait sur le fait qu'il y avait dans le look ou dans la manière dont on pouvait produire de l'identité avec le vêtement quelque chose de l'ordre de la poésie et de la composition. Et je m'étais dit que c'était suffisant comme idée pour recopier ma garde-robe. Et donc j'ai fait ce travail en étant un Parisien et en travaillant avec des gens dans la mode qui copiaient mes vêtements et qui confectionnaient eux-mêmes des vêtements dans la mode. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il s'agissait peut-être d'autre chose, plutôt d'une fascination pour un rapport à l'identité qui est dans ce monde-là et dans un rapport de fascination que j'ai vécu et que j'avais aussi en regardant le monde extérieur. Donc je pense qu'il y a un peu des deux à cet endroit-là. Et le vêtement est effectivement aussi un endroit de l'intimité, un endroit de l'organisation de la culture, de nos sexualités. Alors si on peut parler après
comment, au fond, voilà, ces questions-là m'ont passionné. Donc voilà, à l'époque, je trouvais que c'était suffisant, en tout cas, comme œuvre d'art. Mais je crois il s'agissait d'autre chose aujourd'hui. Ouais. Et de ton côté, Pierre, qu'est-ce que tu avais comme autre question peut-être Oui. dans ta liste? Oui, j'en ai une. Oui, ma dernière question était un peu bizarre. Je voulais savoir, j'ai un ami qui est d'ailleurs dans la salle qui m'a conseillé ce film qui s'appelle The Wicker Man. J'ai pas vu. Ah mince. Je voulais savoir ce que tu en penses et Quoi ? si tu l'avais vu. Parce que c'est l'histoire d'une communauté un petit peu païenne. Ça fait référence aussi aux questions qui m'intéressent, c'est-à-dire c'est un film qui est considéré comme le premier film de folk horror. Et c'est l'histoire d'un policier qui va à la recherche d'une jeune fille qui aurait disparu sur une île. Et il y a une organisation assez singulière sur cette île, il y a des rituels, des choses qui se passent. Et le policier, il fait son travail de policier. Donc il veut retrouver cette petite fille. Et puis tout le dénouement est autour de ça. Et notamment, voilà, savoir quel est l'un des deux mondes qui va gagner, celui de l'extérieur de cette petite île et celui de la justice ou cette autre justice organisée par les gens de cette île. Ok, merci pour le conseil. Il y a peut-être des questions dans la salle. Une question pour toi, Pierre, à propos d'un film de toi par lequel je t'ai connu, en fait, et que j'aime beaucoup, qui est ce film dont je ne me souviens plus exactement du titre, qui est Sexual, sur l'histoire secrète d'Adidas, en fait. Et il y a quelque chose de magnifique dans ce film, qui pour moi est un éblouissement, hein. C'est la tension extraordinaire que tu fais entre la dimension critique de l'histoire d'Adidas et la fascination pour ces chaussures, enfin les chaussures montrées dans le film. Et je voulais savoir si tu peux en dire un petit peu plus sur cette question de la corrélation, en fait, parce que tu as employé beaucoup le mot de fascination dans l'entretien. Cette corrélation entre la fascination finalement pour le vêtement et le discours critique très écrit du film. Là, je répondrai en me dérobant un petit peu, mais comme Jack Spicer l'aurait fait, c'est-à-dire de dire que toute l'histoire était là. Il fallait juste l'écouter. En fait, il se crie dans l'histoire du sportswear, une histoire de la guerre, de confrontation incestine, de la volonté d'écraser l'autre. Il y a tout ça dedans. Et dans même la généalogie et le découpage des lettres qui font la marque Puma ou Adidas, il n'y a pas grand-chose à réfléchir trop que juste d'aller voir ce qui est codé dans le langage. Peut-être on trouve ces marques comme des rapports d'évidence, elles nous sautent aux yeux, on les reconnaît, mais derrière ça, il y a une histoire codée. Et je crois que dans ce film, il s'agit de décoder, de traduire d'ailleurs, et de parler aussi de cette chose qui est assez étrange, qui est dans le logo, qui est le fait que ça nous insémine l'esprit. Donc, voilà, c'est ça que j'essaye de chercher dans ce film. D'accord, merci. Merci Fanny, merci Pierre. Eh bien, nous allons prendre un verre. Merci Jean. Ton livre et puis la revue La Robe sont en vente à la librairie de la Fondation Pernod Ricard. Merci beaucoup. Merci.